toutes et à tous, bon matin chez vous et bienvenue à votre matinale préférée sur Vitaminé avec plusieurs escales dans son contenu qui vous seront décortiquées avec de l'entrain, de la bonne humeur et de la joie car nous prenons beaucoup de plaisir à être chaque jour en votre compagnie et ce depuis maintenant plusieurs mois. Nous suivons donc notre chemin allègrement avec toujours à cœur de vous satisfaire. Bonjour encore une fois de plus et recevez maintenant ce charmant monsieur. Merci ma belle, merci à tous et à toutes, merci de nous retrouver sur RTI 1 pour bien sûr Matin Bonheur. Aujourd'hui au menu, vous aurez bien sûr du sport et des informations et nous allons, comme c'est jeudi aujourd'hui, en 15, on a tuto malin à vous proposer. Nous allons vous proposer aujourd'hui une décoration très ancienne qui refait surface. On parlera du miroir soleil. Comment en fabriquer, ce sera dans cette émission. Ah, tout à fait. En tout cas, l'idée derrière, c'est de vous permettre d'économiser en ayant aussi à cœur de faire quelques activités en famille. C'est ludique, ça resserre des liens et puis ça permet d'être tout simplement fier après. Allez, après cette petite page bricot, on aura bien sûr le second flash de Régis Kofi qui sera là juste dans quelques instants après la couleur du temps. Et puis le docteur Envo, toujours présent à l'appel pour ce jeudi dans la bonne assiette, nous parlera de toxicologie alimentaire, les définitions, les types, les sources et les implications sur l'organisme. Et en fin d'émission, on aura bien sûr notre case santé aujourd'hui avec un sujet très intéressant. Et oui, un sujet intéressant qui fait l'objet d'une journée mondiale de sensibilisation célébrée chaque 2 avril. On parlera de l'autisme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Comment apporter notre regard sur l'autisme? D'aucuns considèrent cela comme une maladie. D'autres aussi parlent de handicap. On saura tout aujourd'hui avec nos invités. Une fois n'est pas coutume, nous aurons 2 invités donc pour parler de l'autisme et de la parentalité. Et tout à fait, il y a tellement à dire qu'on les recevra à 2 en duo. Ça nous fera 2 paires de duo et puis ce sera pas mal. Allez, on part pour la couleur du temps. Et puis Régis est déjà cinglé dans son gilet pour vous attendre. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les régions de l'Ouest, du Nord et du Centre resteront très instables avec des possibilités de pluies localisées avant un temps généralement nuageux. Quant aux régions du littoral du Sud forestier et de l'Est, elles seront tôt le matin sous un temps généralement nuageux avec par la suite un temps progressivement ensoleillé. Face aux températures, nous pourrons observer 23 degrés à Mengourou, 26 à Abidjan à Djeké, 24 degrés à Bondoukou à Boaké, 25 à Bouna et Bundiali, 24 degrés à Dalo et Dimbokro, 23 à Gagno et Guiglo, 25 degrés à Korogo, 23 à Mans, 24 degrés à Odiéné, 25 à San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Soubré, 25 à Tabou, 23 degrés à Tiasalé, 24 à Touba et enfin 23 à Yamoussoukro. L'après-midi, un temps relativement ensoleillé sera présent sur l'ensemble du pays. Des orages se formeront à l'ouest, à l'est et au sud forestier. Ces orages toucheront aussi le centre avec quelques averses de pluie. Des passages nuageux accompagnés de pluie s'observeront sur les régions du littoral et un temps partiellement nuageux s'observera dans le nord avec de faibles intrusions de vent sec. Côté variable, le mercure affichera 35 degrés à Bengourou, 33 à Abidjan à Djeké, 35 degrés à Bondoukou, 36 à Boaké, 37 degrés à Bouna, 38 à Bundiali, 36 degrés à Daloa, 36 à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa et à Guiglo, 37 à Korogo, 34 degrés à Mans, 37 à Odiéné, 33 degrés à San Pedro, 32 à Sassandra, 33 degrés à Soubré, 32 à Tabou, 35 degrés à Tiasalé, 36 à Touba et enfin 35 à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Nous posons nos valises au palais présidentiel. Hier, il y a eu un conseil des ministres, le premier du gouvernement Patrick Achi. C'est en quelque sorte une prise de contexte du nouveau gouvernement, un gouvernement de mission, de combat et de résultats. Selon les dires du Premier ministre au président de la République, Alassane Ouattara a dit attendre beaucoup de la nouvelle équipe et espère qu'elle sera à la hauteur de la tâche. Le chef de l'État s'est également prononcé sur l'acquittement de l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. Premier jour de classe pour 13 ministres qui siègent au Conseil. Comment s'est effectuée leur rentrée? Que faudrait-il attendre d'eux? Notre reporter a promené son micro. Regardez. Ce mercredi, c'était un peu la rentrée des classes des nouveaux au palais présidentiel. Bien sûr, c'est la rentrée des classes. Pose photo face à la presse pour immortaliser le moment. Et au micro, des mots de reconnaissance et d'engagement pour plusieurs. Comme j'ai fait dans le secteur des routes aujourd'hui, notre système sanitaire a besoin donc de plateaux techniques relevés, a besoin que nous puissions fournir davantage d'infrastructures et d'équipements. Et je suis là, à la disposition donc du professionnel de santé pour travailler pour le bien-être des Ivoiriens. Sentiment de fierté, de gratitude envers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et gratitude aussi envers le Premier ministre Patrick Achi et à toute la nation, singulièrement le Moronou et particulièrement le département d'Ara. Je pense que l'environnement, c'est un secteur qui est très important dans un pays. Et il faut de la persévérance donc, pour assurer véritablement donc, la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État. C'est l'occasion pour moi de saluer Madame la ministre sortante Ly Ramata Bakayoko, qui a fait un travail excellent. L'État étant une continuité, nous allons prendre où elle a laissé et apporter des innovations majeures pour que les familles, les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire puissent être épanouis, mieux se porter. Vous savez que le président de la République est une référence en Afrique et la Côte d'Ivoire a un rôle de leader dans notre sous-région. Donc les dossiers de l'intégration sont des dossiers très importants à la fois pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région, ainsi que pour l'Afrique tout entière. Faire en sorte que la question de l'emploi et de la protection sociale connaissent un regain. Je peux dire que nous sommes venus pour travailler, rien que le travail. Le nouveau gouvernement consacre l'entrée de 13 nouvelles personnalités et le départ de 18 autres. Il s'enrichit de la présence de 8 femmes et de 3 ministres d'État. Restons justement sur les 8 femmes de ce gouvernement Patrick Achi. Parmi ces femmes, 3 sont nouvelles. Alexis Ouedraogo nous présente ces membres du gouvernement qui se conjuguent au féminin. Il y a un peu plus de talons hauts à la table du Conseil des ministres. Elles sont désormais 8 femmes au sein du gouvernement qui devront relever les défis à elles confiés. Première sur la liste, la ministre Kandia Camara, déjà présente dans les gouvernements qui se sont succédés sous Alassane Ouattara. Elle devient ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, après 10 ans à l'Éducation nationale. Mariatou Koné reprend son fauteuil de l'Éducation nationale, elle anciennement en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Anne-Désirée Ouloto quitte la salubrité urbaine pour désormais occuper les fonctions de ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Miss Belmonde Dogo, anciennement secrétaire d'État, devient, elle, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le ministère du Plan et du Développement garde lui sa patronne, la ministre Kabagnale. Nouvelle entrée, Nasseneba Touré récupère le poste de ministre de la Femme et de l'Enfant. Le ministère de la Culture sera lui l'affaire de Badou Arlette, maire d'Ara. Kayomaï Clarisse, au cadre à la CNPS, prend, elle, le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi chargé des Affaires sociales. Et ces 8 femmes sont bien déterminées à relever tous les défis.
Fin de ce point de l'actualité. Excellent début de journée à vous. Merci beaucoup à Régis Kofi. On sera avec lui à 7 h pour cette fois-ci un tour du monde, toujours dans l'actualité. Allez, parlons sport maintenant avec le fitness. Nous allons vous permettre d'améliorer votre souplesse. On regarde. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de Fitness Santé. Je suis coach Jocelyn et aujourd'hui je vais vous entretenir sur des étirements. Les étirements surtout au niveau du bas du corps pour améliorer votre souplesse et retrouver toute l'élasticité de vos muscles. J'espère que vous êtes prêts. Pour ce faire aujourd'hui, nous allons travailler au sol. Donc si vous avez un tapis, je vous conseille de le mettre directement au sol. Ou une serviette, vous posez la serviette au sol et vous allez vous installer là-dessus. Alors très bien, dans un premier temps, je vais vous demander de séparer les jambes, de trouver un bel écart, de mettre la main à l'arrière et de pousser la hanche vers l'avant. Et vous allez sentir l'intérieur de la cuisse, donc au niveau des adducteurs, ça va commencer à tirer. Surtout, n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Très bien. Les mains sont juste à l'arrière des fesses. Vous ouvrez la poitrine. Et surtout, allongez la colonne vertébrale. Et avec moi, vous allez pointer les orteils. Regardez vers l'avant. Vous devez sentir déjà des étirements, ok, des petites douleurs au niveau des adducteurs. Restez. Très bien, on revient. Beau travail. On va croiser. Cette fois-ci, bas du pied en contact. Vous allez pousser les genoux vers le bas, allonger la colonne vertébrale. Et vous restez. Très bien. Respirez lentement et surtout profondément. Ça détend et ça fait du bien. Nous avons un dernier exercice pour les adducteurs. Je vous invite à poser les genoux au sol, à ouvrir les genoux. Vous allez aligner genoux et chevilles. Vous allez poser les coudes au sol. Pensez vraiment à ouvrir les genoux au maximum. Ok? Vous êtes bien installés? Vous allez pousser hanche vers l'arrière. Poussez hanche vers l'arrière. Regardez bien. Donc je pousse hanche vers les talons. Et vous sentez que ça tire. Très bien, remontez doucement. Je ramène mes hanches vers l'avant. Inspirez. Expirez et repartez à l'arrière. Allez-y, 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 allez-y. Stop, on reste. Nous allons rester pendant quelques secondes. Tenez bon. Hanche basse. Fesses vers l'arrière. Genoux ouverts. On est sur les coudes. La poitrine est proche du sol. Rythmez la respiration. Remontez tout doucement. Très beau travail. Revenez tout doucement. Posez les mains, poussez. Et vous allez vous asseoir très lentement. Je sens et je le sais. Et je sais que vous sentez, ah, ça a tiré à l'intérieur. C'est l'objectif. Alors j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. N'oubliez pas, la souplesse, c'est très important, mais surtout, il faut être patient avec son corps. Voilà.
Voilà, travailler la souplesse, sinon l'améliorer, on prend toujours du plaisir. Vous ne croyez pas si bien dire, cher coach Jocelyn. C'est quoi cette onomatopée? Non, rien. Ouais. Ah, d'accord. C'est important de travailler la souplesse. Tout à fait. Ça aide dans beaucoup de choses. Tout à fait. Il faut être vraiment à même de faire beaucoup de contorsions pour soulager le dos. Surtout soulager le dos, et nous qui sommes vraiment assis depuis des mois, ça permet en tout cas d'avoir une certaine aisance. Voilà, travailler ici, améliorer sa souplesse, matin bonheur, prendre soin de vous dans tous les compartiments, comprenez. Allez, aujourd'hui, 8 avril 2021, 98e jour de l'année, on célèbre au nom calendaire les Julie. Et pour les prénoms du matin, on part directement au Togo, tout en pensant aux belles populations de Kanté, c'est dans le nord. Eh bien, si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler Ayao et un garçon Ayawa. Dis donc, ça rime. Hein? Alors, pour le proverbe, on a ceci. On ne prend pas un hippopotame avec un hameçon. Voilà, il faut dire que il faut rester très lucide quand on part quelque part. Les fondamentaux ne sont pas tellement inamovibles ou tellement déplaçables que ça. Il faut rester lucide, il faut rester concentré. C'est important. Et moi, je dirais réaliste. Donc, allez, la suite avec maintenant cet élément qui nous permettra de découvrir comment surtout fabriquer le miroir soleil. C'est un concept né en 1940 et bien inventé par le maître ferronnier Gilbert Poilera. Voilà, et c'est une tendance aujourd'hui qui refait surface et tout le monde aime bien avoir à la maison, pourquoi pas, un miroir soleil. On en parle maintenant dans Tuto Malin. C'est sûr que c'est un accessoire incontournable, hein, de plus en plus dans l'aménagement et la décoration des intérieurs. Et les narcissiques s'y plairaient aisément parce qu'il permet de se revoir et encore et encore. Mais comment on fabriquait simplement à la maison? Bonjour Madame Koulibaly Vanessa, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Moi, je vais venir fabriquer avec vous aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, on va offrir à toute l'équipe. Je sens qu'on en fera beaucoup. Hein. En tout cas, on donnera le procédé et puis on pourra faire. D'accord. Comment ça marche donc voilà. Dans votre jardin d'Éden? Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans les salons. Nous allons faire une incursion dans les salons avec une petite déco qu'on peut mettre à la maison et faire soi-même. C'est très facile. Il s'agit du miroir soleil. Alors, dans notre tuto malin de ce jour, nous allons fabriquer pour fabriquer notre miroir soleil, nous avons besoin de cordelettes, d'un miroir préalablement découpé, d'une assiette en carton, de pic à brochette, de pistolet à colle et de colle, d'un gabarit, d'un spray doré. Pour accentuer la couleur. D'une paire de ciseaux. Voilà. Ainsi libellé. D'un compas. Très bien. Et de toujours notre traceuse. Voilà. La géométrie. La géométrie. D'accord. Comment on procède maintenant? Voilà. D'abord, nous allons utiliser ce gabarit. Je suis là pour vous aider. Oui. Ce gabarit, vous pourrez le trouver sur le net facilement. D'accord, il est déjà préconçu comme ça? Oui, il est déjà préconçu. Vous aurez les dimensions. Il y en a 16 triangles comme ceci. Et l'écart est de 4 mètres, de 4 cm. De 4 cm. Donc, avec ça, nous allons prendre notre miroir, l'arrière de notre miroir. Nous allons le poser. Ce sont des points qu'il faut véritablement vérifier bien avant. Voilà, tout est là. Si on n'est pas fort en maths, c'est un peu compliqué. Hein? Et comment? Pas du tout. C'est pas compliqué. Donc, nous allons marquer tout au bout. De chaque extrémité. De chaque extrémité. Voilà, des triangles. Ok, d'accord. Voilà, des petits triangles. Merci à Tata Afoui qui nous permet d'avoir ça va nous donner belles images. Ceci. Et nous allons tout relier. Nous allons relier tous les différents points. Avec la traceuse. Avec la traceuse, bien sûr. Il faut être très habile. Oui.
Et pour relier, vous avez utilisé, c'est quel genre de... C'est un feutre, c'est un stylo classique? J'ai utilisé un stylo, mais on peut aller avec un feutre. D'accord. Ça passe facile. Ça passe, ok, c'est bien. Il faut faire bien attention. Oui. Parce que tous les points soient bien reliés. On peut prendre combien de minutes comme ça pour faire tout ceci? Pour concevoir le miroir, Oui. pas moins de 45 minutes. Pas moins de 45 minutes. D'accord. En tout cas, il ne faut pas être pressé. Il faut aller tout doucement. Voilà. Faut être pressé, Là, on donnera le procédé. Et puis, c'est sûr qu'après, vous pourrez utiliser les 45 minutes pleines pour réaliser le miroir soleil. Et ce qui est bien aussi dans le tuto malin, c'est qu'on peut en faire à la maison. C'est ça, c'est ça. C'est une activité ludique. Voilà, notre déco. Apprendre aussi aux enfants Exactement. comment on fait certaines choses. Ça nous donne ça. Oui. Voilà. On a Le gabarit représenté. Voilà. À l'identique. Voilà. De notre compas. Elle nous ramène à l'école. À l'école. Un fait de cercle et cône. À l'aide de notre compas, nous allons faire un autre cercle. Franchement, on a eu chaud. Hein. Il y a quelques Le années. compas sert à mesurer la circoncision du gabarit, c'est ça? Exactement. D'accord. Pas du gabarit en tant que tel. On a un autre petit gabarit, celui-ci. Ah, donc il y en avait deux? Il y en avait deux. Ok. Celui-là et le second, c'est... le second. Le second, c'est quoi? On a utilisé une assiette en carton. D'accord, donc c'est le cercle de l'assiette en carton. Le cercle de l'assiette en carton. D'accord, très bien. On a juste découpé. Oui. Pour Et qu'on nous refait donner, au milieu. Voilà, pour nous donner Et on ça. obtient ça. Super. Voilà. Désolée. Non, mais bon, voilà. on reste vigilant. Voilà. Donc, quand le cercle est fait, on a préalablement chauffé notre pistolet. Nous allons prendre les brochettes, les pics. Les pics à brochettes. Les pics à brochettes les plus longues. D'accord. C'est-à-dire, on a 3 tailles différentes pour que ça puisse représenter le soleil. On voit un peu le dessin du soleil. rayons. Oui. Donc, moi, j'ai utilisé 3 dimensions, à savoir 24 cm pour les pics les plus longues, 22 cm pour les moyennes et 19 pour les petites. D'accord. Donc, on va commencer à coller les plus grandes, c'est-à-dire celles de 24. Déjà que ça brûle, il faut faire vraiment attention. C'est la partie où, si on doit le faire avec votre... Non, mais Thierry, vous êtes chuchote, mais donc, non. quand on est en cuisine, on soulève le couvercle avec la main. Et donc, oui, moi j'aime quand les femmes font ça, oui. Oui, j'aime. Il faut faire vraiment attention. Je peux le faire? Vous êtes chuchote, dis donc. Voilà. Voilà, je peux vous aider. Voilà. Il faut juste que ça soit... Sur les lignes. Sur les lignes et en dehors du cercle qui est à l'intérieur. D'accord. Voilà. Notre petit cercle. Le deuxième gabarit. Voilà, le deuxième gabarit. C'est la doit limite. être juste, voilà. Ouais, Parce mais que ça, ça c'est facile. va servir à couvrir. Voilà. Ça va servir à couvrir plus tard. Donc ça, c'est les plus grands pics. Attention. Oui. Oh, il est trop fort, le mec. C'est ça. Une seule pause, en même temps, il devient expert. Aïe, ça m'a brûlé. Attention, je préfère... C'est Ça bon. m'a brûlé. Laissez l'experte faire ce miroir-là, parce que là... Mais ça pique pas fortement, hein, non. Le pistolet à colle, Oui. c'est très dangereux. Oui. Faut pas le laisser à la portée des enfants. Non, surtout pas, surtout pas. Parce que quand ça chauffe comme ça, après, ouais, il peut se brûler. C'est vrai qu'on a la télé et tout, mais bon, ça a quand même brûlé. Hein. Il faut crier. Pour exprimer la douleur. Non, franchement, le pistolet à colle, ça fait super mal. Ah, donc Ceux qui ont beaucoup l'habitude de courage. l'utiliser, ça fait pleurer. Ah, Yako. Non, il faut être des hommes hein, pour supporter. Quoi, il faut être des hommes. Ouais. La dame, elle utilise ça depuis... Déjà, donc, 1900, non, on ne sait quoi. ça va donner ceci. Attention, oui. Et là, on le fait tout sur- autour. tout autour. On va prendre le pic. À quel moment on utilise les moyennes?
Les moyennes, c'est dès que tout ça est posé, les plus grandes sont posées, on va en ordre décroissant, les moyennes et les plus petites. C'est déjà très joli. Hein. Donc, voilà ce que ça va donner, juste à côté. Oui. Et ces pics-là donnent d'autres idées de fabrication de couronnes, des fois, qu'on a sur la tête? Exactement. D'accord. C'est sûr qu'avec vous, on va apprendre à faire ça aussi. C'est très utile. Et les plus petites, c'est-à-dire au fur et à mesure... On ajoute. On ajoute. Donc la grande, la moyenne et la petite. Exactement. Différents rayons de soleil. On va faire juste pour une question de temps. On va faire... On a encore 3 minutes, hein, donc on va y aller. D'accord. Crescendo. Juste un exemplaire pour qu'on puisse voir comment... Il n'ose plus toucher le monsieur. Non, je regarde. J'apprécie. Mais vraiment, ça ne doit pas dépasser le cercle du milieu. D'accord. Voilà, parce que ça va servir après à refermer. Oui. On y arrivera. OK. Donc, voilà, c'est une petite figure comme ça que ça donne. Les grandes, les moyennes, les petites. Et les petites. Et c'est comme ça que c'est ce que ça donne. Et au fur et à mesure, tout autour de... Tout autour. Quand ça c'est terminé, quand tout est bien collé, voici ce que ça va donner normalement. Oui. Voici l'arrière. À l'arrière. Oui. Voici l'arrière, c'est comme ça. L'arrière, on a posé... C'est le miroir qu'on voici voit. le miroir, c'est pareil. D'accord. C'est pareil. Donc vous avez parlé de coller après le gabarit. Oui. Le gabarit se colle où finalement après? Dessus. D'accord. Et là, on va mettre une accroche. OK. On va l'accrocher. C'est magnifique. Oui, ça aussi, il faut faire attention à cause des pics. Bien sûr. Okay. Donc on On termine. va asperger avec la colle. OK. On fait le bouquet final. Voilà. Asperger avec la colle. On pose le gabarit. Et ça se présente dans le sens contraire pour qu'on puisse apprécier le miroir. Exactement. Voilà. Voilà. Là, quand on a une accroche, on la met derrière, juste derrière le gabarit. Le miroir, il se présente comme ceci. Oh, il est magnifique. Et c'est pas terminé. Ah, d'accord. On peut continuer. À l'aide de notre petite cordelette que nous avons tressée, on peut faire en torsadé ou en natte, nous allons contourner notre miroir. Pour embellir notre soleil. Exactement. On va doucement. Oui. Pour ne pas déborder. Franchement, un soleil avec aux ça, zénith. doucement. À quel moment on va utiliser cette bombe? Spray. Ouais, le spray. Le spray, on l'utilise normalement pour donner de la pulvériser, pour donner la couleur or au... D'accord. On a encore un peu de temps, hein, donc on va finir le tour du miroir et puis asperger les bâtonnets là, de spray. Et puis on verra le rendu. On peut les asperger au début comme à la fin. D'accord. Ça dépend de la technique. Et en choisir la couleur, hein. Il n'y a pas que de la couleur on peut aller avec toutes les couleurs. Donc on a un spray de couleur rouge, jaune. On va selon ça sa dépend couleur. de nous en tout cas. Et on s'arrête là. La circonférence, c'est terminé. Voilà, ça m'a pris mon... Yako. Alors, nous allons couper. Mme Koulibaly, c'est une virtuose de la déco. Hein. Merci. Et en 1 minute, on va lancer le spray et puis avoir le... Voilà. Là, on ne pourra pas le faire là. Et voilà ce que ça donne. Okay. On protège bien toujours. Voilà, on protège. Moi, j'ai fait un dégradé. Il y a des pics que j'ai laissés avec leur couleur initiale et d'autres. Puis maintenant, on asperge, mais tout en protégeant le miroir. D'accord. Voilà, on peut prendre l'assiette, comme j'ai dit au départ, prendre l'assiette, poser sur le miroir et paf, paf, paf. C'est bon.
Et puis ça donne cette couleur du soleil et tout. Les rayons bien formés. Voilà. Dans la Et voilà, magnifique. Il n'y a pas que ça, on peut aussi continuer déjà. On peut aussi, à son goût, utiliser sa paire de ciseaux. Une bonne paire de ciseaux. Pourquoi le couper? Si, on peut donner plusieurs formes. Ça peut être plus long, ça peut être plus court, ça dépend de... Ça peut être plus court, ça peut... Mais ça, c'est bon. Voilà. Ouais. C'est encore plus beau, parce qu'il y a des parties qui sont très pointues. Ok. Voilà. Désolé, après on aura le temps de... Voilà. D'accord. Et voilà, c'est fini, c'est bon. Et voilà votre miroir soleil. Merci beaucoup. Et voilà, Madame Koulibaly. ce que j'ai fabriqué pour vous. Oh là là, dis donc. Hassan. C'est magnifique. Merci. Et après, on nettoie le miroir et puis on le met à l'entrée de la maison. On n'oublie pas l'accroche derrière. Pas d'accroche ici, mais l'accroche derrière. Par exemple, quand on le pose là, comme ça, voilà ce que ça donne. Et on passe, on repasse, on se regarde, on se mire, on ajuste. Voilà. Et puis voilà, ça fait de la déco. Merci infiniment pour cette belle trouvaille du jour. Oui. On a pris beaucoup de plaisir à découvrir et à apprendre à faire ce soleil miroir, ce miroir soleil. Ben oui, tout à fait. En tout cas, félicitations. Merci on a beaucoup. vu tout ce que vous avez fait là-bas. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième point de l'actualité consacré à l'international. Le président rwandais Paul Kagame et son épouse Jeannette allument la flamme de l'espoir au mémorial du génocide à Kigali, marquant le 27e anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis. En 3 mois, d'avril à juillet 1994, entre 800 000 et 1 million de Tutsis ont été tués au Rwanda à l'initiative d'extrémistes Hutus qui se trouvaient alors à la tête du pays. La France a ouvert au grand public d'importantes archives relatives à ce génocide. Parmi les rescapés, certains étaient très jeunes au moment des massacres, il y a 25 ans. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux, souvent orphelins, se sont réunis dans une association d'étudiants pour tenter de se reconstruire et de se projeter dans l'avenir. Ces rescapés veulent des excuses. Réaction. Il s'agit de quelque chose d'important, mais il ne faut pas donner plus d'importance aux archives qu'il n'en faut, parce que nous savons déjà les grandes lignes, nous connaissons déjà. Donc il y a toujours cette petite storytelling un petit peu dérangeante qui voudrait que nous ne saurions pas tout et qui permet les discours négationnistes, en fait, tant qu'il n'y a pas la plus petite lettre des archives qui serait connue. Mais il faut faire attention à ne pas déformer l'histoire. L'histoire, dans ses grandes lignes, nous la connaissons. Les responsabilités, nous les connaissons aussi. Dans le rapport Duclerc, il y a pu y avoir des mots très forts, très engagés, mais qui se sont conclus par un refus de voir la complicité de la France alors que nous la connaissons. Elle fut avant, pendant, après le génocide contre les Tutsis. Donc ce que nous attendons, c'est une parole forte, claire, de vérité et d'excuses de la part du président de la République. Plus de 500 personnes ont manifesté hier en Bretagne, en France, en soutien à la journaliste Morgane Large, spécialiste de l'agro-industrie bretonne, victime d'une série d'attaques de malveillance dont l'un aurait pu lui coûter la vie. Morgane Large travaille en Bretagne, au Central, depuis près de 30 ans. Elle est journaliste indépendante. En novembre dernier, elle a témoigné dans un documentaire « Bretagne, terre sacrifiée ». Depuis, les appels anonymes sont constants. Dans la nuit du 17 mars, elle s'est réveillée sur un coup de téléphone anonyme. 2 semaines plus tard, elle a découvert que les roues de sa voiture avaient été déverrouillées. Du football, Ligue européenne des champions, quart de finale. Allez, le Paris Saint-Germain s'est imposé hier 3-2 sur le terrain du Bayern Munich en Allemagne. Dans l'autre rencontre de la soirée, Chelsea a gagné face à Porto, 2-0, score final. Merci à toutes et à tous de votre attention. On part illico pour la revue de presse avec Renaud Kobia. Bonjour Renaud. Bonjour Oswald. Bonjour Alix. Bonjour Renaud.
Alors, première information donc, ce qui fait l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, le chef de l'État exprime ses attentes. Oui, c'est ce qu'indique le Patriote qui révèle les 3 missions principales confiées par le président de la République à Patrick Achi. Selon le confrère, lors de cette grande rentrée du nouveau gouvernement, le président de la République a recommandé à la nouvelle équipe de se mettre rapidement à la tâche. Et justement, premier conseil des ministres du nouveau gouvernement hier, le président de la République donne le ton. Mettez-vous au travail dès à présent. C'est avec ces mots que le président de la République a indiqué clairement ce qu'il attendait du gouvernement de Patrick Achi au cours du premier conseil des ministres. En adoptant cette posture, le matin révèle que le chef de l'État met le gouvernement au pied du mur. Et le confrère souligne que le chef de l'État a recommandé aux ministres de faire preuve d'humilité et d'être proche des populations. Le président de la République va suivre de près les activités des membres du nouveau gouvernement. Oui, et pour ce faire, il a demandé au Premier ministre une évaluation régulière du travail de chacun des ministres. Selon l'intelligent d'Abidjan qui barre cette information à sa une, le chef de l'État a donné des instructions précises à Patrick Achi sur la conduite des affaires de la nation pour laquelle il souhaite une pleine implication de chaque membre du gouvernement. La Côte d'Ivoire au travail, aller vite et surtout bien, c'est ce que recommande aussi le nouveau réveil à l'équipe Patrick Achi. Oui, car selon le confrère, les vacances n'ont que trop duré pour le quotidien proche du PDC RDA. La longue attente observée avant la formation du nouveau gouvernement a presque mis le pays à l'arrêt. Il souhaite donc que le nouveau chef du gouvernement reprenne avec célérité les dossiers amorcés sous l'ère Ahmed Bakayoko. Et premier conseil des ministres du gouvernement Achi 1, eh bien, les nouveaux enfants ont vécu leur baptême de feu hier. Oui, tout à fait. C'était le bal des débutants hier. Et selon l'Inter, les nouveaux ministres qui ont fait leur entrée au gouvernement ont goûté à l'ambiance du conseil des ministres ce mercredi, projetés sous les feux des projecteurs désormais avec leur entrée au gouvernement. Le confrère indique que les attentes les concernant seront désormais plus grandes. Et quid maintenant des ministres qui n'ont pas été reconduits? Soir Info répond à cette question. Selon le confrère, ces désormais ex-ministres se trouvent dans la tourmente après leur sortie du gouvernement. Le président de la République, qui ne veut pas les laisser sur le carreau en raison de leur expérience dans la gestion des affaires publiques, a promis de leur confier d'autres missions. Plus de précisions dans Soir Info. Laurent Gbagbo, Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. C'est l'une des annonces phares faites par le président de la République lors du Conseil des ministres d'hier. Le président de la République a indiqué que l'État ivoirien allait assurer les frais de voyage de l'ex-chef d'État ainsi que ceux de sa famille pour lui permettre de revenir en Côte d'Ivoire après son acquittement définitif la semaine dernière par la Cour pénale internationale. Le pays est merveilleux. Allez, on reste encore sur cette information. Retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président et de M. Charles Blé Goudé. Le chef de l'État apprend à contre-pied les partisans de l'ex-président. C'est ce qu'indique l'expression en barrant à sa une. Ouattara déjoue tous les plans d'Egor. À en croire le confrère, les partisans du fondateur du Front populaire ivoirien étaient loin de s'imaginer qu'après l'acquittement de leur leader, le président de la République accueillerait favorablement sur le retour de celui-ci en Côte d'Ivoire. Ainsi, selon le quotidien, après avoir ouvertement exprimé son accord pour son retour au pays, indiqué que le gouvernement assurerait les frais qui y sont liés, ces partisans qui s'attendaient à une attitude différente, eh bien, se retrouvent désarmés. Et Renaud, on change de sujet. Les agents des collectivités territoriales observent un arrêt de travail. Oui, depuis hier, c'est la grève dans les mairies, les conseils régionaux et districts autonomes. Les agents de ces collectivités regroupés au sein du collectif des syndicats nationaux de Côte d'Ivoire qui sont à l'origine de ce mouvement et qui revendiquent de meilleures conditions de travail et l'amélioration de leur situation ont paralysé toutes les collectivités territoriales. Selon Soir Info qui en parle, seuls ceux de la commune de Yopougon n'ont pas observé le mouvement de grève qui se poursuit. Et le prix des matériaux de construction ont pris l'ascenseur. Oui, fer, bois, tuyaux, planches, tôles, les prix de ces matériaux essentiels pour les projets immobiliers augmentent sauvagement. À en croire Abidjan.net, aucune réglementation n'est en vigueur pour imposer un prix de vente maximum à ces matériaux, laissant la porte ouverte à toutes les dérives des acteurs de ce secteur. Et selon le site d'information, cette situation pourrait être à la base des nombreux écroulements d'immeubles qui sont constatés ces temps-ci à Abidjan, car pour lui, vu les coûts élevés, les promoteurs immobiliers se tournent vers des matériaux moins chers et qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Et c'est un ouf de soulagement avec cette information très reluisante, on va le dire comme ça. Cinéma, donc, le prochain FESPACO se tiendra en octobre 2021. Oui, c'est exactement à la date du 6 mars
Plutôt, l'événement qui était initialement prévu du 27 février au 6 mars 2021 se tiendra finalement du 16 au 23 octobre 2021. C'est la date qui a été arrêtée par le gouvernement burkinabé. L'information a été livrée hier par le porte-parole du gouvernement burkinabé. Et le Sénégal sera le pays invité d'honneur à cette édition dont le thème est Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis. C'est très important et on sera au rendez-vous pour suivre tous ces événements. Merci beaucoup Renaud. Merci Alex. On se voit demain, on termine ensemble la semaine. Allez, nous on part maintenant pour notre premier échange avec notre premier consultant, le docteur Yves Blanchard-Anvaux, nutritionniste. Il nous parle aujourd'hui de toxicologie alimentaire, juste après le jingle envoyé par Messenger Cody. Il nous permet comme ça d'ouvrir grand les yeux sur ce que nous consommons et surtout sur nos différentes habitudes. Docteur Yves Blanchard-Anvaux, il est nutritionniste. Et oui, aujourd'hui, avec lui, toxicologie alimentaire. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, bonjour, docteur. Allez, tout de suite, on va passer à la définition de la toxicologie pour la compréhension de tous. C'est quoi la toxicologie? Alors, la toxicologie, c'est une science qui étudie le toxique. C'est-à-dire que dans l'alimentation, il y a un corps qui est étranger, qui vient nuire à la santé. Un corps étranger qui est néfaste au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, c'est toute une science qui étudie cette partie de l'alimentation. Quand on dit alimentation, le sujet est très grand. Il y a tout et il y a cette partie de l'alimentation qui s'occupe de la toxicologie, il s'occupe du toxique. On peut avoir quelques exemples de toxiques que nous découvrons dans cette démarche scientifique? Alors, comme toxiques, on a, en premier lieu, on a ce qu'on appelle les métaux lourds. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, le plomb ou bien le cadmium. Vous savez qu'aujourd'hui, nos eaux sont beaucoup polluées. Donc, on a le plomb, le cadmium, l'arsenic, etc. On a aussi certains pesticides, notamment lorsque on arrose les maraîchers dans la production des tomates ou bien, par exemple, des feuilles de laitue. Oui. Dans la production, on utilise les pesticides pour lutter contre les différents micro-organismes. Donc, alors, ces différents produits se retrouvent aussi dans nos assiettes. On a aussi ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est-à-dire que lorsque on fabrique, un exemple terre à terre, un biscuit qui a une composition bien connue, alors on dit on doit le conserver à telle température. Alors aujourd'hui, on trouve un peu nos biscuits sur le marché, en pleine température. Alors que lorsque, dans la fabrication, il faut d'abord que les produits soient exposés à la température. Sinon, à l'intérieur, avec la température, alors, on va assister à une chaîne de réaction qui aboutit à ce qu'on appelle les radicaux libres. Donc, alors, ce produit aussi devient aussi un toxique pour l'homme. On a aussi les cas, par exemple, l'utilisation il n'y a pas de l'aluminium, bien sûr, dans ces différents produits, mais il y a aussi les cas où nous utilisons les papiers alu. Voilà aussi, qui ont aussi quelques traces dans l'alimentation. Alors, donc, justement, à partir de tous ces éléments toxiques que vous venez de citer, est-ce qu'on peut sortir leur incidence sur la santé et l'organisme même en général? Bien sûr. Alors, l'aluminium. Vous voyez, souvent, nous avons nos marmites à la maison. On prépare, on gratte le riz. Alors, vous vous demandez pendant des années, vous voyez la marmite, là, ça se creuse. Vous vous demandez où va, est-ce que le fond, ce qui est creusé, ça va où? C'est une bonne question, dans ça. Le ventre. Ah, ok, voilà, pendant des années, voilà. On a consommé bien sûr, un peu d'aluminium. On a fait un peu, voilà, c'est comme ça. Ou bien, on dit, souvent, c'est... Alors, vous prenez le papier à lui, vous emballez un poisson, mais il n'est pas intéressant qu'il y ait du vinaigre. S'il y a du vinaigre entre le poisson et puis le papier à lui, vous allez voir qu'au moment que vous réchauffez, il y a un détachement. Le papier à lui va se détacher et se couler sur le poisson. Ah oui. Donc, lorsque vous voulez emballer, il ne faudra pas qu'il y ait du vinaigre. Mais on fait cette erreur quand on va acheter peut-être du poisson braisé. Voilà, il y a cette vinaigrette-là qu'on met... on doit séparer. Sauce. Voilà, malheureusement, voilà, c'est un peu ça. Normalement, on emballe le poisson tout seul. Et puis voilà. Mais lorsque vous faites alors, vous voyez que... Et surtout quand vous réchauffez,
alors là, c'est la plus grosse erreur, ça se détache. Et souvent, on réchauffe même avec le poisson à l'intérieur du papier à lui. Ça se fait pas. Voilà. Donc tous les repas à l'étouffer, tout ça... En fait, c'est la présence de l'acide citrique qui va entraîner un peu cette corrosion du papier à lui qui se tombe dans l'aliment. Donc, ça va chauffer aujourd'hui. Vous allez voir par exemple que l'aluminium a été cité dans le Alzheimer, c'est ça. Donc généralement, et alors comme conséquence, on a les troubles neurologiques, bien sûr, des troubles au niveau du cerveau, et puis autres types de cancer. Alors, c'est ce qui arrive malheureusement, mais on a souvent du mal à s'en débarrasser. On a aussi les toxiques. Par exemple, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, que nos eaux sont très polluées. Lorsque vous prenez un poisson qui vit dans l'eau, dans une eau très polluée, pendant des jours, le poisson va filtrer l'eau, vous allez voir que plusieurs études ont montré que les métaux lourds, comme le cadmium, le plomb, se retrouvent dans les arrêts de poissons. C'est pour cela qu'on demande de ne pas broyer les arrêts de poissons. Il y avait parti là. OK. D'accord. Et la tête, ça peut aller... La tête, toute la matière grasse qui constitue la tête, concentre un taux très élevé. 200 fois plus élevé que les autres parties du corps. Goûteuse, en métaux lourds, oui. Ouais, souvent, on se base sur cette partie. Si. Oui. Voilà. Ou bien il y a la matière grasse sur la peau. Voilà, ces parties-là. Donc, plusieurs recherches ont montré que les arêtes de poisson, la partie grasse autour du poisson. Donc, les extrémités et tout ça. Voilà, normalement, c'est pour ça que dans les restaurants, vous allez voir qu'on prend le temps d'en débrasser. Parce que les études ont montré que ces substances sont lipophiles et se concentrent surtout dans ces parties grasses-là. Et surtout au niveau du cerveau. Le cerveau est un endroit où les métaux lourds sont contents 200 à 300 fois plus que les autres parties du corps. Alors, docteur, il y a aussi de la viande. On en mange, par exemple, si on veut faire un steak. On dit souvent, je veux un steak saignant, pas bien cuit, souvent trop cuit. Alors, qu'en est-il de cet aliment-là? Non, généralement, les steaks, que ça soit cuit, parce que les métaux lourds ne sont pas touchés par la température. OK. Voilà, les risques des steaks, c'est peut-être ramasser, par exemple, un microbe, par exemple, une salmonelle, un microbe pour se ramasser, par exemple, une fièvre typhoïde. Parce que comme ce n'est pas cuit, vous voyez, ça c'est dans le cadre de la microbiologie alimentaire. Quand on parle de l'alimentation, la nutrition, c'est très grand. Il y a la microbiologie alimentaire, il y a la toxicologie alimentaire, c'est très grand. Donc ce que vous évoquez, ça rentre dans le cadre de la microbiologie alimentaire. C'est-à-dire que la viande n'est pas bien cuite, alors que par exemple, il y a une salmonelle, une bactérie, la salmonella typhi, au niveau de la viande qui est dans une coque à l'intérieur. Et lorsque les milieux sont défavorables, elle est dans une coque. Et lorsque nous mangeons à l'intérieur, elle sort de sa coque et puis directement induit ce qu'on appelle la fièvre typhoïde. Voici un peu... Voilà, mais justement, dans le prolongement de la question de Thierry, par rapport au même steak, quand il est sur le grill... Voilà, sur les grilles. Voilà. Dans ce cas, sur les grilles, alors il y a... Alors les études montrent par exemple qu'il y a ce qu'on appelle l'oxyde ferreux. C'est-à-dire que le fait, en prenant la température, alors le fait se détache. Les grilles, vous voyez, les grilles, au départ, c'est nouveau. Puis après, vous allez voir que ça s'émincit. C'est comme dans le cas aussi de la marmite, là. Vous allez voir que cette partie qui s'est émincée, qui s'est passée, c'est parti où? Vous allez voir qu'on se retrouve, ça. C'est comme, par exemple, aussi les fabricants de koutoukou. Ils fabriquent dans une marmite et dans les grosses barriques. Et vous allez voir que des années plus tard, la barrique est percée ou bien la barrique devient tellement fine. Mais la partie grattée, là, c'est où? Donc vous allez voir que voilà, donc vous allez ramasser par exemple l'oxyde ferreux dans... Voilà. Oui, docteur. D'accord. Il y a aussi les cas où, par exemple, on demande que dans le cas de l'élevage, dans l'aviculture, les différents produits sont utilisés. On demande qu'il y ait au moins que le poulet ou bien, par exemple, l'animal qui est élevé puisse avoir au moins 45 jours d'élevage avant que ça soit vendu. Et normalement, des contrats devaient être faits. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'on a tellement de produits pour faire grossir les poulets que peut-être qu'avant 35 jours déjà, ils sont sur le marché. Alors, lorsque le produit est inhalé par l'aliment et par le poulet, vous allez voir que nous qui mangeons, alors nous aussi nous en prenons parce que les études ont montré qu'il faut au minimum 45 à 50 jours pour que la majorité, la grande partie du produit qui a aidé à grossir le poulet puisse passer. Alors quand nous mangeons le poulet un peu plus jeune, c'est-à-dire moins de 45 jours, alors vous voyez que nous consommons le produit qui a été utilisé pour... Et la concentration des lieux de, on va dire, de résidence de cette toxicité? Généralement, juste un peu dans la matière grasse, mais surtout dans les os des animaux, dans les os de poulet. C'est pourquoi on leur demande que on ne boit pas
On ne mange que la chair, mais ne pas broyer les os. Parce que lorsque... Vous voyez, docteur, vous êtes en train de déconstruire des mythes ici ce matin, franchement. Je vais vous raconter une petite histoire. Allons-y. Il y a un monsieur qui... Aujourd'hui, on fait la nébulisation. Aujourd'hui, c'est la nébulisation. C'est-à-dire qu'on pompe, et puis les poulets inhalent. Mais en son temps, on faisait des petites injections. On prenait chaque poulet, puis on faisait des petites injections dans le cou. Avant, c'était comme ça. Alors, il y a un monsieur qui a remarqué, par exemple, que chez nous, il a commencé à développer des caractères de femme. C'est-à-dire que sa voix a commencé à s'affiner, ses seins ont commencé à tomber, son bassin a commencé à sortir. Mais il a souffert pendant des années. Il va dans les centres médicaux, il fouille. Mais on dit on dose les hormones, on se rend compte que ces hormones féminines, chez lui, c'est-à-dire que nous avons nos hormones de l'homme. Oui. Et chez la femme, l'homme a commencé à développer des hormones féminines. Sa voix devient plus fine. Et le bassin commence à bien sortir les selles. Et alors, pendant des années, il s'est promené dans les centres médicaux, mais c'est difficile. Et c'est lorsqu'il a croisé un spécialiste de l'alimentation, alors, lors de l'enquête, on se demande, mais qu'est-ce que vous mangez? Le monsieur a cité, il a cité. Alors que le monsieur, comme je vous ai dit, c'était un grand mangeur de coups de poulet. Et en son temps, lorsqu'on faisait les injections dans le cou de poulet, comme je vous ai dit, il fallait attendre 45 jours pour que tout le produit parte. Mais les gens, ils abattaient les poulets avant 45 jours. Donc, il y avait une quantité de ces hormones dans le cou de poulet. Qui restait, le bonnet résiduel qui restait. Donc le monsieur, à force d'en manger régulièrement, alors, il a commencé à lui-même garder, développer lui-même, garder, concentrer ses hormones de poulet là dans son organisme. Et s'il continuait, il aurait pu arriver à une transition où il serait hybride? Non, hybride, c'est-à-dire, mais non, parce que les personnes transgenres, par exemple, elles font, il y a un cheminement pour arriver, les seins vont bien tomber. Se bombardent d'hormones et puis... et puis après, la transformation est là. Un garçon qui développe un peu, vous voyez un peu, c'est un peu il serait ça. Voilà, c'est lorsqu'il a croisé un nutritionniste dans les échanges, ils se sont rendus compte qu'en fait... Fort heureusement que ce n'était pas ça. Vous commettez en mangeant les coups de poulet parce qu'il y a des hormones résiduelles qui ne sont pas encore finies dans ces coups de poulet. C'est un peu comme ça. Donc, il y a plusieurs exemples. Donc, c'est pour ça que j'insiste toujours. Souvent, dans nos eaux de boisson, il faudra que nous laissons l'eau décanter. Je me rappelle que nous avons fait une étude en 2014 à l'ABECO. En ce temps, il y avait le laboratoire Kologo. On a fait des études. Même dans le lait maternel, il y avait aussi des pesticides. Je vous assure. Comment ça s'explique? Bien sûr que nous, on peut inhaler. Lorsque vous voyez les voitures qui passent avec les gaz d'échappement, il y a du plomb. Il y a du plomb, bien sûr, dans le super. Donc, il y a ça. Il y a aussi, il y a des personnes qui vont au bord des routes. On leur demande de fermer les aliments. Malheureusement, au bord des routes, c'est ouvert pour laisser voir le client. Mais aussi à la maison, vous allez voir que... Alors, souvent, on commet l'erreur à la maison de préparer le riz, par exemple. On couvre avec du plastique. Moi, je demande à quoi ça sert. Non, comme la marmite n'est pas bien fermée, c'est pour permettre que ça soit bien cuit. La chaleur va... Si la marmite est bien faite, je pense que c'est bien fermé, le riz sera bien cuit, mais il faudra tourner. Mais ces sachets-là... Vous n'avez pas eu une marmite de 20 kilos pour faire... Ces sachets-là, pendant la préparation, il y a le chlore. Le chlore est toxique. L'eau de Javel est toxique. Javel est toxique. Donc, le chlore, il est toxique. Donc, ces aliments, ce riz qui sera cuit va contenir quelques traces de chlore. Et voilà. Donc, plus de sachets plastiques sur le riz. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faudra que les marmites soient bien fermées. Si les marmites sont bien fermées, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de ces sachets. Parce que ces sachets, avec l'effet de la température, il y a une détache. Le chlore se détache. Voilà, c'est très dangereux. Alors, docteur, avec tout ce que vous êtes en train de dire, on constate bien que toute personne est bien, ou bien toutes les personnes sont exposées. Nous sommes tous grands, petits, adultes, tout le monde. Vous voyez, avant, il était rare de rencontrer des cas de malformation congénitale. Mais aujourd'hui, vous allez au niveau de la maternité, vous allez voir un peu ce que nous avons comme risque. Il y a plusieurs cas de malformation congénitale. Et la source, c'est ça? Bien sûr, les métaux, parce qu'au niveau de l'embryogenèse, ce sont des messages. Des messages, on appelle des ARN messagers. Par exemple, il prend un exemple. Si le message dit, par exemple, que l'homme doit faire, par exemple, 5 doigts. Alors, du fait de la présence de ces métaux lourds, alors le message peut être erroné. Le message peut sortir 7 doigts. Et l'enfant sort avec 7 doigts. Vous avez vu des cas où des doigts sont... Voilà, c'est un peu là. Oui, par exemple, si l'oreille doit se placer, l'emplacement de l'oreille, c'est là. Mais si le message l'ARN messager, qui code
ce type d'oreille. Il dit par exemple que au lieu de mettre l'oreille ici, plutôt mettre l'oreille dans le dos, vous allez voir qu'un enfant va naître avec. Donc les aliments dits d'OGM sont dangereuses? Bien sûr, des études ont été, mais comme j'ai dit, ça a des études ont été faites sur des animaux. Mais ici, dans le cas là, c'est les OGM, c'est génétiquement modifié. C'est les différents dans le cas de la toxicologie, où par exemple, c'est un toxique qui vient pour nuire au corps. Là-bas, ça a été modifié. Donc, souvent, le corps reconnaît. Il y a des cas, voilà, le corps reconnaît, mais sinon, les études ont été faites beaucoup sur les animaux. C'est pourquoi souvent, ça prête à discussion. Ça a été fait sur les animaux, sur l'homme, pas encore. Alors, docteur, c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes en train de déconstruire, hein, mais de très bonne manière. Voilà ce que nous avons l'habitude de faire chez nous à la maison. On fait beaucoup d'erreurs. Matin, midi, soir, nous demeurons dans les erreurs. Vraiment, quels sont, on va dire, les facteurs à prendre en compte? Quelles sont les erreurs à ne plus faire? Il y a certaines erreurs que l'homme peut laisser tomber. Moi, j'insiste. J'insiste sur l'eau de consommation. Laissez l'eau décanter. On se rend compte que quand on était encore plus jeune, nos parents avaient des jarres dans la maison. Ils laissaient l'eau décanter. Et alors, on pouvait voir, et puis au fond, on voit un fond de l'eau, un dépôt blanchâtre. Oui. Mais aujourd'hui, même si à la maison, aujourd'hui, vous faites cette remarque, vous allez voir que si vous payez les bassines 3 000 francs, 4 000 francs que vous laissez, vous allez voir qu'au fond de l'eau, il y a ce dépôt blanchâtre-là. Alors, quand vous allez puiser l'eau directement de la pompe pour voir, dites-moi un peu ce dépôt qui va se déposer, où il passe. Donc, on conseille plutôt qu'à la maison, il y ait de grosses bassines. Laissez l'eau décanter. Laissez l'eau décanter. J'insiste parce qu'un enfant qui va naître mal formé, il ne sera rien. Au contraire, il sera honte pour vous. Il sera une charge de manière définitive pour vous. Et puis voilà. Donc, je demande à ce qu'à la maison, on puisse laisser l'eau décanter. Et à partir de l'eau, on a parlé de tous ces toxiques-là. À quel seuil l'organisme tolère et à quel seuil ça devient dangereux? Et il y a quand même des seuils. Pour l'aluminium, par exemple. Sinon, après, on ne mange plus. Hein. Non, on n'a même pas préparé. Pour l'aluminium, par exemple, on dit par exemple qu'il faudra 1 mg par kilogramme de poids corporel qu'on peut tolérer. Mais dernièrement, en 2017, ça a été vu à la hausse à 2 mg. Donc il y a le seuil quand même que le corps tolère. 1 à 2 mg par kilogramme de poids corporel. Mais lorsque ça dépasse alors on voit les cas de cancer, des cas de maladies, maladie du cerveau, excusez-moi, du cerveau. Alors faisons beaucoup attention. On demande, c'est simple. Lorsque vous allez par exemple manger du poisson, du fait que le poisson a vécu dans l'eau, que nos eaux sont polluées, on vous dit, ne broyez pas les arêtes de poisson. Ou nos viandes qui viennent, est-ce que ce sont des viandes en Côte d'Ivoire ou des viandes importées? On vous dit, ne broyez pas les os des veaux. Faites un effort. C'est la chair, mangez la chair. Et surtout quand il s'agit du poisson, la partie grasse du poisson, essayez d'éviter. Mais quand les marmites aussi sont un peu vieilles, il faut les laisser tomber. Ne grattons pas, on gratte pour finir la marmite. Vous avez parlé d'une dégénérescence progressive. C'est dire qu'au début de l'utilisation jusqu'à un certain seuil. Donc à partir du début, ça va. À ce niveau, il faut laisser tomber. Quand c'est neuf, ça va. Ça passe. Lorsque ça devient noirâtre, là? Oui, un peu, qu'on commence à gratter. Les ustensiles en inox. Bien sûr, lorsque vous commencez à les gratter, il faut laisser. Mais aussi, souvent, on écrasait les aubergines là sur les pierres. Oui. Après des années, vous avez que la pierre creusée. Écraser aubergine? Oui, qu'on écrase, oui. Sur le fameux caillou, là? Le caillou, là, oui. Ouais. Et des années après, la pierre est creusée. Cette partie, la voûte, là, où c'est passé? C'est dans la sauce. Dans la sauce. Dans la sauce. Et qu'en est-il des grilles? Vous en avez parlé tout à l'heure, les grilles. Oui, bien sûr, comme il y a dit. Parce que souvent, il y a du charbon, un semblant de charbon là, qui reste là-dessus. On fait les choucouillas que nous voyons. Oui, oui. Ça, vous voyez un peu que le fait. C'est quand on gratte là. Voilà, quand on gratte. Donc ça, c'est... On va se mettre au régime. Ça, c'est l'aspect toxicologique. L'aspect toxicologique. On mange les fruits. La nutrition, c'est très grand. On a plusieurs branches. Ça, c'est l'aspect toxicologique des aliments. Faisons beaucoup attention. En tout cas. Il faudra qu'on puisse sensibiliser ceux qui font les produits maraîchers, de respecter les doses. Voilà, de respecter les doses à y ajouter. OK, merci. Bon, on dit la bonne assiette, finalement, il n'y a rien dans l'assiette. Merci, docteur Ovo, pour toutes ces indications et informations qui nous permettent de rester en santé, parce que c'est ça le plus important, nous alerter sur des mauvaises pratiques et adopter des best practices. Merci infiniment, docteur Ovo. Merci beaucoup, Alessia. Allez, la semaine prochaine,
Et nous, on part maintenant pour l'appel WhatsApp. Et juste après, ce sera notre thématique santé. Bonjour Martin Bonheur, moi c'est Djuki Sidi Onge Eli. Voilà, au réveil, le réveil matinal, voilà, il y a deux types de réveil matinal, voilà. Il y a le réveil lorsqu'on va à l'école, il y a des réveils lorsqu'on ne va pas à l'école, voilà. Mais quand on va à l'école, le réveil c'est 5 heures. Mais quand on ne va pas à l'école, le réveil c'est à 10 heures, 10 heures, 10 heures. Voilà, mais quand on va à l'école, lorsque je me réveille, je prends le temps de me laver les dents. Et ensuite, je prends le temps maintenant de ranger mes cahiers parce que la veille, je suis trop épuisé, trop épuisé. Il faut ranger ses cahiers. Et après ranger ses cahiers, maintenant, il faut courir de gauche à droite, emprunter un taxi pour se rendre à l'école. Mais quand on ne va pas à l'école, je passe mon temps sur Safari toute la journée. Je suis encore couché dans la chambre et j'attends 10 heures pour sortir. Voilà, merci. C'est mon quotidien. Hein. C'est mon quotidien, c'est ça que j'aime. Merci, Martin Bonheur. Arigato gozaimasu. Et voilà, retour sur le plateau, n'est-ce pas? Oui, effectivement, nous sommes de retour, bien sûr, pour échanger sur l'autisme aujourd'hui et la parentalité. On a dit, c'est un mot, voilà, un handicap qui fait l'objet d'une journée célébrée chaque 2 avril. Il faudra en parler, car c'est une réalité chez nous aussi en Côte d'Ivoire. Quel regard porter sur l'autisme et comment est-ce que les parents vivent au quotidien avec ces enfants? Nous sommes en studio avec Mme Liko Diane Magouri. Elle est présidente de l'association des parents au cœur bleu. Voilà, un cœur assez particulier. Il est bleu, ce cœur-là. Et Dr Michel Tanon-Laura, elle est psychologue. Bonjour, mesdames, bienvenue chez vous. Bonjour, messieurs. Bonjour, et on échange sur ce sujet très important juste après ceci. Voilà. En marge donc de la célébration de la journée mondiale de l'autiste, aujourd'hui donc nous allons parler de ce sujet très important avec mesdames Michel Tanon-Laura, docteur psychologue, et madame Liko Diane Magouri, présidente de l'association des parents au cœur bleu. J'ai envie tout de suite de me diriger vers madame Magouri et puis vous demander la symbolique de ce cœur bleu-là, d'abord d'entrée de jeu. D'accord. Merci beaucoup de nous recevoir. Le cœur bleu, c'est pour exprimer l'amour que nous avons pour nos enfants. Pourquoi le bleu? Le bleu, c'est la couleur qui est la mieux acceptée par la personne autiste. Par la personne autiste. Donc, si nos enfants sont bleus, donc nos cœurs sont bleus, donc nous les parents, nous avons un cœur bleu. C'est le résumé de l'explication de l'appellation de notre association. D'accord. Donc, on restera dans cette atmosphère bleue-là. Oui. Et puis, passer la parole au docteur Tanon-Laura, qui nous donnera la définition même de l'autisme. L'autisme, c'est des troubles envahissants du développement qui se manifestent par un déficit de socialisation et de communication des enfants qui sont atteints de ce trouble-là. Donc, on les appelle communément des enfants différents parce qu'ils ont des comportements différents. Ils ne se comportent pas de façon habituelle, on va dire. Vous pouvez avoir des enfants autistes qui vont avoir une faiblesse pour le toucher. Donc, ils vont vous donner des caresses ou vous faire des sourires. Ou alors, à l'inverse, être très introvertis et pas du tout réceptifs à tous les échanges que vous pourriez vouloir entamer avec eux. En entrée de jeu, on peut déjà dire que l'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est une différence, on va dire. C'est une différence parce que chez les enfants autistes, les connexions neuronales ne se font pas de la même façon que chez les autres enfants. C'est-à-dire une information qui est donnée ne va pas parcourir le même trajet que chez les autres enfants. Donc, ces dysfonctionnements-là font qu'ils perçoivent les informations différemment ou ils peuvent ne même pas percevoir certaines informations qui, pour vous, pourraient être flagrantes. D'accord. Avec l'avancée sur la question, est-ce qu'on a aujourd'hui l'origine du mal? Malheureusement, les causes de l'autisme ne sont pas connues, d'autant plus qu'on ne peut pas parler d'un type unique d'autisme. 2 enfants peuvent être autistes et leur autisme peut se manifester de façon tout à fait différente. Il y a des autistes qui sont hyperactifs, il y a des autistes qui sont
introvertis, mais il y a des constantes entre les différents enfants, c'est-à-dire ils ont des difficultés de communication et des difficultés de socialisation. Ils ne perçoivent pas les émotions des personnes qui sont en face d'eux ou autour d'eux. Donc c'est ce qui les caractérise. Alors, comment se manifeste cette différence? Quels sont les signes déjà que nous avons? Pour la petite enfance, vous allez avoir avant 1 an les enfants qui ne vont pas babiller, ils ne vont pas faire ba, 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 bo, bo, bo. Mais ça, on remarque difficilement parce que la plupart du temps, on se dit, bon, s'il ne parle pas, c'est parce qu'il est petit. Et à 2 ans, un enfant autiste ne va pas parler avec... il ne pourra pas associer 2 mots dans une phrase. Donc, s'il veut, par exemple, dire du pain, il va dire pain, 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 ou maison, 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 mais il ne va pas dire je vais à la maison, par exemple. Alors qu'un enfant de 2 ans qui a un développement normal peut dire ça va à la maison. Voilà. Donc, les enfants autistes, à 2 ans, ils ne parlent pas encore correctement, ils n'associent pas 2 mots, encore moins 3. Et on peut découvrir l'autisme aussi tardivement, chez les adolescents ou chez des enfants un peu plus grands, et même chez des adultes aussi. Donc, dans ces cas-là, on va avoir un enfant qui a un développement normal en apparence, et puis à 5 ans, 7 ans, ou même à 12, 15 ans, il va avoir un arrêt brusque de ses habitudes. Si l'enfant était, par exemple, jovial, extraverti, du jour au lendemain, tout va s'arrêter, il va se renfermer et changer de comportement. Alors, finalement, l'autisme arrive de manière inopinée dans une vie? On peut le dire ainsi, ça dépend. Les autistes tardifs, oui. Mais il y a des enfants qui sont autistes reconnus dès le bas âge, dès la petite enfance. Mais il se peut que l'autisme soit diagnostiqué ou détecté ou survienne tardivement. Alors, Madame Liko Magouri, dans cette association Parents au cœur bleu, eh bien, on va le dire, vous êtes des parents d'enfants autistes. Alors, c'est vrai que Dr Tanolora a défini un peu, a donné certains signes et tout. Vous, à quel moment vous avez découvert que votre enfant, eh bien, il est autiste? Bon, mon fils, on l'a découvert qu'il est autiste à l'âge de 3 ans, notamment à l'âge d'aller à l'école. Donc, c'est à la petite enfance, à l'école, quand l'enseignant découvre qu'il n'a pas les mêmes aptitudes que les autres enfants de la classe, qu'il n'est pas sociable. Donc, du coup, elle commence à comprendre qu'il est très hyperactif. Là où on demande aux enfants de s'asseoir, il ne s'assoit pas, il n'est pas dans le commun. Et ils observent. Au bout de 2 semaines, ça ne change pas, parce qu'un enfant qui vient la première fois à l'école, il vient certainement avec des habitudes de la maison. Donc, après 2 semaines, quand il ne rentre pas dans le commun, ça commence à interpeller. Et c'est des appels incessants vis-à-vis des parents. Votre enfant n'est pas comme les autres, votre enfant... Et ce n'est pas trop de leur faute parce qu'ils ne savent pas comment aborder la question. Donc, ils vont vous dire, par exemple, votre enfant n'est pas normal. Sur le coup, ça peut choquer le parent. Oui, bien sûr, il faut avoir un langage approprié. Ça peut choquer le parent. Et puis après, on cherche à savoir pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est un enfant qui est resté seul? Donc, il y a plusieurs questions qui rentrent en ligne de compte. Et des années antérieures, on n'en parlait pas. On ne savait pas ce que c'était que l'autisme. Le mot même n'était pas connu. Donc, il fallait commencer à chercher du côté du comportement, pourquoi il est hyperactif, pourquoi il ne parle pas. À 3 ans, il ne parlait pas encore. Donc, c'est un peu cette bataille-là dans laquelle on se lance. Et puis, Dieu sachant faire les choses, ça commence à prendre de l'ampleur. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite à tous les parents. Les professionnels commencent à se former sur la question. Bon, nous, en tant que parents, nous sommes obligés de prendre ce problème à bras le corps pour en parler. Bien sûr. Et justement, aujourd'hui, vous parlez d'une responsabilité qui est dévolue aux parents des enfants autistes. Finalement, on a envie de se dire, mais que fait les pouvoirs publics quant à cette... c'est pas une pathologie en tant que telle, mais quant à cette différence, parce que sous d'autres cieux, dès qu'on sent qu'il y a une différence, en tout cas, il y a l'accompagnement adéquat qui va avec... Qu'est-ce qui justifie ce vide dans ce traitement? Je ne pourrais pas vous répondre, mais je sais que dans la sphère où je travaille, nous faisons la prise en charge des enfants autistes, du diagnostic à l'accompagnement de l'enfant et des parents. Et nous faisons même des mémos que les parents donnent aux enseignants pour qu'ils puissent prendre en charge correctement ces enfants autistes-là. Donc un enfant autiste, la plupart du temps, pour les personnes qui le rencontrent pour la première fois,
et qui ne connaissent pas la maladie, ils vont dire c'est un enfant mal élevé, c'est un enfant hyperactif, c'est un enfant gâté. Les parents ne savent pas éduquer leur enfant, alors que l'enfant, voilà, ils se font juger. Et nous apprenons aux parents justement comment déjà accepter, parce qu'il faut déjà que le parent accepte le statut de son enfant pour être ouvert à l'accompagnement. Il y a deux problèmes. Quand on est enceinte, quand une famille attend un enfant, tout le monde s'attend à un enfant qui se développe correctement, sans problème. Donc, il y a le fantasme de l'enfant idéal. Donc, quand survient le diagnostic, c'est vrai que tout le rêve, tous les projets s'écoulent comme un château de cartes. Et après le choc, la première question que les mamans posent le plus souvent, c'est est-ce qu'il pourrait être normal un jour? Est-ce qu'il pourrait être autonome un jour? Jusqu'à quand on va devoir le porter, parce qu'il faut les porter. Donc, ce sont ces questions sur l'avenir, sur le devenir de l'enfant, quand les parents ne seront plus là, qui sont les questions les plus fréquentes et les plus douloureuses pour les parents. Les réponses à ces questions-là, c'est quoi? Les enfants autistes n'évoluent pas pareillement. Face à une prise en charge, les enfants évoluent différemment. Ça dépend de tellement de facteurs, de l'environnement familial, des centres d'intérêt de l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants autistes ont des centres d'intérêt très restreints, mais très intenses. Ils peuvent aimer une, deux, trois choses, mais vraiment très intensément. Et c'est là aussi que vont se développer certaines aptitudes. Il y a des autistes qui sont surdoués. Très célèbres, oui. Qui sont célèbres aussi. Donc, les enfants autistes, il faut identifier leur centre d'intérêt et établir des routines pour les enfants autistes, parce que ce qui rend difficile la communication avec les enfants autistes, c'est qu'ils sont enfermés dans une bulle et qu'il ne faut pas entrer de façon brusque, de façon invasive. Parce que même quand vous êtes dans le dos de cet enfant qui ne sait pas que vous êtes là et que vous lui dites « viens manger », ça peut être perçu comme une agression. Donc, il faut avoir des routines, se mettre dans le champ visuel de ces enfants devant eux, même s'ils ont une particularité qui est l'évitement du regard. C'est très difficile d'établir un contact visuel plus de 2 secondes avec des enfants, des personnes autistes. Mais il faut se mettre dans leur champ visuel et parler d'une voix posée pour pouvoir les rassurer, parce que tout ce qui les dérange augmente leur stress et diminue leur réceptivité aux interactions. Alors, tout en restant sur ce que vous êtes en train de nous dire, Madame Liko Margouri, tout de suite, quelles sont les dispositions qu'on pourrait prendre lorsqu'on découvre que son enfant il est autiste, à la suite de tout ce que l'enseignant pourrait nous dire, du regard aussi des autres et tout? Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Quand on découvre que son enfant est autiste, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, déjà, c'est de pouvoir penser, accepter. Donc, le parent reste dans un processus de guérison intérieure qui peut durer, qui peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais aujourd'hui, pour Parents au cœur bleu, c'est d'emmener les parents à savoir que, à la différence d'un enfant neurotypique, pour dire entre guillemets normal, 1 minute perdue, excusez-moi, pour un enfant autiste est difficilement rattrapable. Donc, on peut certes chercher à guérir ses propres plaies, mais le plus important et la responsabilité qui nous incombe, c'est de faire sortir son enfant-là des troubles envahissants qu'il a. Certes, on ne peut pas ne plus être autiste, mais on peut avancer. Pour revenir à la question du diagnostic, parce que j'y tiens, en Côte d'Ivoire, le diagnostic posé pour les enfants autistes, pour avoir un diagnostic pour ton enfant, il faut te réveiller le matin comme on le dit. Et pourquoi? Parce que déjà, c'est coûteux de pouvoir poser un diagnostic. En tout cas, c'est plusieurs spécialistes qui se mettent ensemble. Ça révèle du privé au public. C'est une longue liste d'attente, donc ce n'est pas très évident. Comme je l'ai dit tantôt, 1 minute de perdu est difficilement rattrapable parce qu'il faut pouvoir, c'est à long terme, il faut pouvoir revenir sur ce qui est basique avec l'enfant autiste pour qu'il puisse assimiler. Vous comprenez que dans cette logique-là, nous, à Parents au cœur bleu, on veut emmener les parents à savoir que, OK, on a décidé d'avoir un enfant. OK, le rêve de l'enfant idéal est tombé quand on a su le diagnostic. Mais le plus important, c'est de pouvoir s'assumer, apporter un plus à sa vie à travers ce qu'on apporte à son enfant. C'est ce qui ferait de nous des parents
vraiment idéal. Ça ne vaut pas la peine d'être un parent à pleurnicher. Excusez-moi, parce que moi, je me dis, pleurnicher ne va pas apporter quelque chose de beau à nos enfants. Nos enfants, ils ont des capacités qu'on peut vraiment emmener, on peut les emmener au sommet, mais ça révèle d'abord du parent. Tout ce que les spécialistes vont faire ou vont dire doivent être appuyés par le parent. C'est le parent qui relate des informations, qui donne des informations aux spécialistes pour que le spécialiste puisse prendre en compte pour faire sortir nos enfants de leurs troubles. Allez, vous qui vivez cette situation-là au quotidien, comment cela s'illustre véritablement avec votre bout de chou? D'accord. Pour Christ désiré, c'est d'abord comprendre ce qu'il veut, parce qu'il est non-verbal. Il y a des autistes verbaux et non-verbaux. Il est non-verbal. Bon, on va partir du moment où on ne savait rien de l'autisme. Donc, tout était plaie, tout était blessure. Toute réaction de Christ désiré nous affectait vraiment à un point que vous n'imaginez pas. Après le moment d'émotion, on est obligé d'en sortir parce que l'enfant n'évolue pas. Un enfant qui porte la couche jusqu'à 5 ans, déjà au niveau des finances, ça coûte pour le parent. Un enfant qui prend des médicaments, mais je vous dis, c'est des médicaments de vieilles personnes, parce que le médecin même est là, de vieilles personnes. On se demande s'il ne va pas avoir des répercussions. Et puis, quand on arrive à obtenir, par exemple, qui devient propre, c'est des victoires. C'est des victoires. Quand on arrive, pour Christ Désiré aujourd'hui, qui a 11 ans, je me plais à dire qu'il est non-verbal, mais je sais qu'il va parler, parce que c'est des efforts et des efforts qu'il fait à émettre un son. Quand il te dit merci, mais le merci, c'est très visible sur la lèvre et tu sens que sa gorge essaie de se déployer. Je me dis que les efforts qu'on a fait portent parce qu'il sait qu'une personne doit parler. Une fois qu'il se rend compte qu'une personne doit parler, il se met à l'apprentissage du langage. Et c'est le quotidien. Il va se réveiller, c'est toute une routine installée. Il se réveille, il sait qu'il doit prendre son bain. Après son bain, il doit manger. Nous avons bataillé pour qu'il puisse intégrer le système scolaire national public. C'est une victoire pour moi. Et ce n'est pas pour qu'il puisse devenir médecin, quoi qu'il peut. Il peut, oui, parce on a de grandes personnalités. On l'accompagne véritablement, mais déjà, pour qu'il soit socialisé. Être socialisé, ça apporte un plus à l'enfant autiste. C'est lui dire que le monde dans lequel tu es n'est pas le tien parce que tu vis dans notre monde. Il n'y a pas un monde pour les personnes autistes. Dans notre monde, c'est qu'on doit communiquer, on doit se fixer, on doit sourire quand on sourit. Donc, c'est un tout. Et dans ce parcours-là, vous avez parlé de l'accompagnement hein, au niveau du traitement. Il est fait de quoi, docteur? L'accompagnement psychologique de l'enfant autiste et de sa famille, c'est justement des stimulations. On va déjà diagnostiquer les points faibles sur lesquels travailler. Si l'enfant est non-verbal, on va voir comment capter son attention et comment comprendre aussi son besoin. Parce que s'il a un besoin qu'il n'arrive pas à partager, ça le renferme davantage. Donc pour cela, il faut être vraiment à son écoute. Si on n'est pas à l'écoute de l'enfant non-verbal, même s'il est verbal, si on n'est pas à l'écoute des enfants autistes, on passe à côté de beaucoup de choses parce qu'ils ne communiquent pas comme la plupart des personnes. Donc savoir reconvertir leur code spécifique en ce que nous connaissons pour pouvoir échanger avec eux. Et c'est en cela que la routine facilite beaucoup les choses parce qu'une fois que l'enfant a intégré sa routine, et que l'adulte qui doit l'accompagner est informé de sa routine, ça l'aide à comprendre ce que l'enfant veut. Comme madame a dit, après le bain, l'enfant mange. Donc si une fois que une fois que l'enfant a fini de se laver, il va s'asseoir et il se positionne comme ça, c'est une assiette qu'il faut lui mettre devant et pas un cahier par exemple. Donc informer le cercle restreint sur la routine qu'on a mise en place. Et ce qui est très important, il faut que ce soit une routine qui aide à tirer l'enfant vers le haut et non pas à le maintenir dans sa bulle. Par exemple, le stimuler, ne pas le mettre devant la télé ou ne pas le laisser seul avec des jeux connectés parce qu'ils sont déjà dans leur monde. Donc, si on le met dans une relation directe avec des jeux connectés... Un transfert? Pas un transfert, mais ça optimise l'enfermement parce que comme il est captivé, il sera encore moins réceptif, moins conscient de son environnement immédiat. Donc, il faut plutôt des jeux non connectés
et interagir avec lui, jouer à des jeux de construction, jouer à des jeux qui lui permettent de s'intéresser aux autres personnes, parce que les enfants autistes, ils ne s'intéressent pas aux autres enfants, aux autres personnes. Et quand on leur met des jouets devant, plutôt que de faire des jeux de rôle, ils vont les aligner. Ils vont juste les aligner comme s'ils faisaient des rituels. Oui. Donc, il faut sortir de ces rituels-là, leur apprendre à construire autrement pour qu'ils comprennent qu'on peut faire autre chose, parce qu'ils ont des automatismes qu'ils mettent en place. Ce qu'il faut dire, il y a des enfants autistes aussi qui ont des troubles qu'on appelle les TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, quand ces TOC-là se rajoutent à l'autisme, ça fait un autre niveau de prise en charge, parce que le TOC est déclenché par des éléments anxiogènes c'est comme si on appuyait sur un interrupteur qui déclenche du stress. Donc, connaître ces éléments-là pour ne pas les mettre dans l'environnement de l'enfant afin de réduire son stress pour qu'il soit plus réceptif à tout l'accompagnement d'apprentissage qui lui est proposé. Alors, docteur, est-ce qu'on en sort un jour? Madame Liko Magouri a parlé de victoire. Ça serait quoi la grande victoire? Mais la grande victoire, déjà, c'est l'autonomisation de l'enfant, qu'il puisse manger seul, qu'il puisse être propre, qu'il puisse faire des choses qui lui plaisent et qu'il ne soit plus un empêcheur de tourner en rond pour sa famille et pour la société. Il y a des parents qui ont honte de sortir avec leurs enfants à cause du regard des autres, mais il y a des parents aussi qui sont submergés et qui ne savent plus quoi faire, donc ils préfèrent ne pas sortir, parce que sortir avec un enfant autiste hyperactif, par exemple, ce serait passer son temps à courir. Si on fait le rang, par exemple, pour attendre son tour, l'enfant il sera tout en train de bouger et du coup, les parents vont s'essouffler à vouloir le poursuivre, le sécuriser, parce qu'ils n'ont pas conscience du danger. Donc, le protéger de lui-même et protéger aussi les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, aussi bien physique que psychique. Alors, avec Madame Liko Magouri, de votre récit, c'est clair que c'est un parcours de dévotion à son enfant. Et dans cette atmosphère-là, quel est le plaidoyer que vous voulez vraiment porter par rapport à ces enfants-là qui ont cette différence? Merci beaucoup. Le plaidoyer, déjà, c'est que les autorités puissent aujourd'hui savoir que les enfants autistes existent bien en Côte d'Ivoire. Ils sont répertoriés? On a un chiffre, une proportion au niveau national? Non. Pas encore? Pas encore. Mais très rapidement, Parents au Cœur Bleu se charge de faire ça. Nous nous attelons, nous sommes motivés, nous allons donner des chiffres. Et c'est de savoir déjà qu'ils existent, qu'ils ont des droits qui doivent être respectés. Tout part de déjà le droit aux soins et à la prise en charge, c'est le plus important. Si les parents motivés que nous sommes sont aidés au niveau de la prise en charge, je peux vous dire que ces enfants-là vont aller de l'avant. Mais un parent qui, à la fois, a une bourse moyenne, qui se retrouve avec plusieurs enfants et qui a un enfant autiste qui puise plus que la bourse qu'il a, ce n'est pas très évident. Ça plonge le parent dans une dépression. Et je peux vous dire que quand un parent déprime, c'est toute une famille qui s'écroule. Et l'enfant autiste qui représente, on va dire, H multiplié par 100 dans cette famille, il va s'écrouler plus. Il va devenir un déchet pour la société. La famille même va devenir une famille à éviter dans sa grande famille, parce que c'est des choses qu'on vit qui ne sont pas faciles à expliquer. Avoir un enfant autiste, vous êtes rejeté par vos propres parents. C'est comme... la stigmatisation. La stigmatisation. Oui. Donc, c'est de reconnaître, il ne faut pas qu'ils se voilent la face. Nous existons en tant que famille ayant des enfants autistes. Commencez à faire une prise en charge, qu'elle soit 100% ou 50%, mais commencez à reconnaître l'existence de nos enfants. Ensuite, ça sera la prise en charge médicale et pluridisciplinaire. Aussi, pour l'école inclusive qui est en marche, commencez à inclure le handicap qui est l'autisme. Parce que ça existe. L'autisme existe, ils ont droit à la scolarisation et à l'éducation. Ensuite, pour les plus grands, commencez, vous, autorités du pays, à comprendre que tous les parents qui travaillent, qui cotisent à la CNPS et autres, ont des enfants qui peuvent bénéficier de ces
de ces avantages-là, comme nos enfants autistes majeurs. Donc, il y a tout un parent qui décède aujourd'hui. Je peux vous dire, on ne sait pas ce qui se passe quand on est mort, hein, mais avoir un enfant autiste et puis décédé, je peux vous dire que ce parent-là, je ne suis pas sûr qu'il dort en paix. Merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de nous dire là, qui nous touche véritablement. Docteur, avant de terminer, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'autisme et de la parentalité? On peut retenir qu'en général, quand l'enfant autiste est l'aîné, le premier enfant du couple, les gens ont tendance à les stigmatiser davantage en disant « cette femme-là, son ventre n'est pas propre, elle ne s'est pas accouchée ». Et le couple même peut se casser parce que la charge psychique, la charge mentale, la charge sociale de l'autisme de l'enfant pèse essentiellement sur la maman pour la simple et bonne raison que ce sont les mamans qui s'occupent le plus des enfants. Donc il faudrait savoir que les parents d'enfants autistes doivent être solidaires autour de l'enfant parce que l'amour des deux parents équilibre l'enfant. Même si on a l'impression qu'il n'est pas sensible à nos sentiments, ils ont quand même un côté affectif qui est caché, qu'on ne voit pas, mais qui existe. Donc ils ont une sensibilité qui se nourrit d'amour, de l'amour de leurs parents, mais de l'amour aussi de la société. Parce qu'il faut savoir que les enfants autistes, comme tous les enfants, n'appartiennent pas seulement à leur famille, ils appartiennent à toute la société. Donc, éduquer nos enfants aussi, qui ne sont pas autistes, à l'acceptation de la différence, éduquer nos enfants à vivre à l'école, dans la société, avec des enfants différents, en ne les moquant pas, en ne les rejetant pas, prendre nos enfants qui ne sont pas handicapés par la main et les amener vers des enfants qui sont handicapés, qui ont des difficultés, pour qu'ils puissent apprendre la tolérance et l'acceptation. Cela aide beaucoup les familles d'enfants autistes et d'autres d'enfants handicapés en général à se socialiser. Il ne faut pas que la famille d'enfants différents soit isolée pour ne pas qu'elle soit stigmatisée, pour ne pas qu'elle soit seule à porter ces enfants spéciaux-là. Et un mot par rapport même à ce couple, parce que c'est deux personnes qui font un enfant. Oui, c'est deux personnes qui font un enfant. Donc déjà, dans les couples normaux, les mamans ont tendance à se plaindre parce qu'elles n'ont pas le soutien de leurs compagnons. Dans le cas d'enfants autistes, dans le cas d'enfants spéciaux, il est encore plus urgent, plus important que le papa aussi soutienne la maman et soutienne l'enfant. Donc il faut qu'ils fassent tandem dans la prise en charge de l'enfant. Parce que qu'est-ce que les papas ont tendance à faire? Ils ont tendance à se transformer en portefeuille et donner l'argent et prendre du recul, laisser la maman se débattre avec les différents spécialistes, orthophonistes, psychologues et tout. Donc il faut que le papa s'implique autrement que financièrement. Merci beaucoup à vous, docteur Tanon-Laura Michel. Merci à madame Liko Margouri de l'association Parents au Cœur Bleu. Mesdames, messieurs, ça prend un village pour élever un enfant et ça prend un enfant autiste pour éveiller la conscience même du village. Merci d'avoir été avec nous, Alix. On va se retrouver demain. On va se retrouver demain et en ayant à l'esprit que tous les enfants ont droit aux mêmes droits, tout simplement. Allez, à demain.